Là, ça déconne plus. Là, je préfère vous dire tout de suite, installez-vous confortablement. Là, ça va chier des bulles carrées. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Tout a été dit. Enfin non, justement, beaucoup de choses ont été dites jusqu'à présent sur les conditions de l'accident, sur qui, que, quoi, dont, où. On va pas revenir là-dessus. Je pense que ce serait redondant et à mon avis, voilà, vous qui êtes voilà, des gourmands de l'actu, vous êtes au courant du contexte et des principaux éléments. Si je décide aujourd'hui de faire cette vidéo, non je rigole, si je décide devant vous hein, de faire cette vidéo, c'est pour parler d'informations qui ont été sorties dans les médias mainstream, comme diraient les Américains de l'Arkansas, mais qui n'ont été sorties qu'une fois, quasiment. Et là, votre serviteur entre en jeu, entre en piste, tel un hippopotame avec un tutu. Euh, on va parler de toutes ces informations qui ont été peu égrenées d'une certaine manière. Alors, je pose tout de suite les bases, parce que j'en connais, hein, alerte Julien Pain sur les réseaux sociaux, vous connaissez la maison, jamais je ne céderai à l'appel des informations non vérifiées. Et moi, je ne fais confiance qu'aux grands médias. Comme on dit, Julien Pain et la tronche en biais, si les grands médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Donc, j'espère que tout le monde est bien au clair là-dessus. Parce que juste milieu, on n'est pas là pour dire n'importe quoi. Hein. Bon, ça c'est dit. Donc, on va remonter en fait l'angle qui nous intéresse le plus, celui de la pédopornographie. Vous le savez, il y a une enquête qui a été ouverte pour détention d'images pédopornographiques, une enquête qui pèse contre Pierre Palmade bien sûr. Deux personnes, une à Bordeaux, une du côté de Paris, ont dit avoir en leur possession des images, des vidéos qui montreraient que Pierre Palmade, notamment, consultant des contenus pédopornographiques, également une preuve d'un échange où Pierre Palmade se vanterait de pouvoir. euh, je vais vous retrouver exactement la citation parce que faut le voir pour le croire, comme on dit. Voilà, hein, c'est le Parisien qui avait révélé ça le 20 février, repris par Mediavenir sur Twitter. L'homme qui accuse Pierre Palmade de pédopornographie affirme l'avoir entendu se vanter de pouvoir disposer d'enfants de 7 et 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels. L'humoriste lui aurait montré des images des victimes sur son téléphone. Donc là, ça se corse. Ça se corse, non pas qu'avant ce n'était pas grave, mais on sort d'un accident de la route sous drogue qui a brisé effectivement une famille, qui a brisé une vie. Voilà, mais ce qui malheureusement reste un fait divers, avec une vedette dedans, mais un fait divers, et là ça se corse. Parce que là on commence à avoir, une fois encore, des éléments qui touchent à la pédopornographie et des éléments qui sous-entendraient l'existence d'un réseau. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Les loups solitaires en la matière sont rares. Les loups solitaires en la matière sont rares. Rares sont les gens qui, euh, voilà, du jour au lendemain, entre en contact avec un enfant et l'abuse et s'en vante, hein, et parle même de plusieurs enfants. Donc, on a des logiques de réseau qui ne sont jamais trop loin. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr, des loups solitaires dans ce genre d'affaires existent, bien sûr, mais les affaires les cas de réseau sont quand même, en tout cas, ont été mis en lumière ces dernières années. En premier lieu, l'affaire Epstein. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur ça parce que euh, de ces révélations, bah, on commence à obtenir une toile d'araignée qui, curieusement, nous ramène des noms bien connus. Et dans des affaires parfois graves, parfois lourdes, parfois sérieuses, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas attrait à la pédocriminalité. Donc, tout ce que je vais vous dire, là, j'ai essayé de vous faire un petit script comme une vidéo pour YouTube. Ah, il y a du boulot. T'as vu, j'ai même ouvert le bouton de la chemise, j'avais chaud. Tout ce que je vais vous dire vient de médias reconnus, vous verrez, de toute façon je vous afficherai toutes les sources, il n'y a pas de problème là-dessus. Médias reconnus pour tenter de regarder la toile d'araignée autour de ces révélations. Alors, prenons toutes les précautions d'usage, et d'ailleurs on verra que dans les médias, il y a des gens en termes de précautions, vraiment ils y sont allés plein gaz. Prenons toutes les précautions, l'enquête est en cours, les plaintes doivent être vérifiées, validées. Il y a une enquête. Et en France, on a la présomption d'innocence. Donc, il y a plein d'affaires où je suis content de dire attention, présomption d'innocence. Ça doit aussi être le cas. On doit être juste. Sinon, si nous-mêmes on est biaisé, ça n'a aucun sens de faire cette vidéo.
Rappelons également que je ne suis pas juge, pas enquêteur, pas journaliste. Donc je me base sur des sources de journalistes avérés. Maintenant, mon avis n'est que mon avis. Je suis pas je suis pas un tribunal, je suis rien du tout. C'est juste pour vous donner une photographie de, euh, de la situation, des personnes en présence et des antécédents de certaines de ces personnes que vous connaissez sûrement. Donc, tout commence le 10 février. Alors, le 11 février, excuse-moi. Le 11 février, c'est le jour de l'accident. C'est le jour de l'accident. Et au moment où l'information circule, on a la cérémonie des victoires de la musique qui se tient. Et à partir de là, euh, on a ce premier élément qui est sorti notamment dans la presse belge, qui a été révélé par RTL et qui est sorti dans la presse belge. Un premier élément qui, comme parfois, a très vite disparu. On a allumé la mèche, hop, c'est sorti. Mais l'info est sortie au moins une fois. Et le soir, Quotidien belge nous dit, je vous lis ce paragraphe-là, sous les coups de 21h, l'information tombe. Pierre Palmade a eu un grave accident et son pronostic vital est engagé. Durant les victoires de la musique, l'information circule très vite parmi le public. Un confrère de RTL France qui était sur place rapporte que les mines étaient déconfites au point où certaines personnes se sont éclipsées. C'est la journaliste Mimi Marchand, papesse de la presse People, qui décide de s'éclipser de la cérémonie pour se rendre à l'hôpital Bicêtre du Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. D'après les informations de RTL France, la journaliste aurait été très vite rejointe par Muriel Robin, ami proche de Pierre Palmade. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mimi Marchand. Alors, qui est donc Mimi Marchand? Vous allez voir, c'est un cluedo que je vous propose. Parce que Mimi Marchand, si vous suivez l'actualité politique, et même si vous suivez juste mieux, ça je n'en doute pas, jamais je ne douterai de vous là-dessus. Mimi Marchand, on en parle quand même souvent. Mimi Marchand, c'est une personnalité, pour vous donner les grandes lignes de son CV, qui a de quoi faire trembler les meilleurs brigands de grand chemin que nous avons en France. Mimi Marchand, c'est une femme à la vie rocambolesque, qui commence dans un garage en région parisienne, qui épouse un garagiste, où elle va commencer à se faire un réseau petit à petit, parce que c'est un garage qui est ouvert la nuit notamment, donc elle va commencer à croiser des policiers, des gens des RG, des gens du showbiz, des gens comme ça. Mais on est dans les années 80, des prostituées, des choses comme ça. Ensuite, elle va intégrer le monde de la nuit en étant plus ou moins directrice d'une boîte de nuit, voire une boîte de passe, des choses comme ça. Et son réseau va s'étendre de plus en plus. Elle se fait de plus en plus intime avec des membres des renseignements généraux, des membres des personnes de la jet set, des personnes du showbiz, de la politique, des milieux mafieux. Donc on est dans un film, c'est du bébel, quoi. C'est du bébel, tac tac, badaboum, tu vois. On est vraiment dans le tout Paris, dans ce qu'il peut avoir de plus lumineux et on va dire, de plus sale et de plus obscur. Sauf que cette Mimi Marchand, avec son réseau qui va grandir au fil des années, début des années 2000-2010, même je crois un petit peu avant, elle va commencer à mettre le nez dans la presse People. Forcément, elle a des scoops, elle a certains scoops bien avant tout le monde, ce qui aiderait grandement la presse People à vendre ses magazines, ses journaux. Donc Mimi Marchand, petit à petit, va commencer à se faire un nom dans la presse People, et un nom qui va devenir très gros, très grand. Elle va créer sa propre agence, elle va créer des médias, par exemple, elle va être actionnaire de médias par exemple comme Pure People, des choses comme ça. Son agence à elle, qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est l'agence Best Image, bien sûr, va devenir l'un des poids lourds de la presse People, en tout cas, un des poids lourds des scoops, hein. Donc elle va avoir toute une armée de photographes, de journalistes de presse People à ses ordres pour aller dénicher le scoop du scoop, à tel point que Best Image va devenir en fait quasiment le numéro un du secteur en France, et elle va avoir droit de vie ou de mort sur certains scoops. C'est-à-dire que avec son réseau, elle a la capacité de faire chanter des gens sous peine de révéler des dossiers. Donc, ça peut être du milieu politique, du milieu financier, du milieu culturel. C'est une logique assez simple. Je sais ça sur toi, euh, facilite-moi telle ou telle chose, accorde-moi telle ou telle faveur, et ça ne sort pas. Donc, c'est une logique tout à fait classique, comme on peut voir dans les tableaux, enfin, dans les tabloïds britanniques, dans la presse People aux États-Unis. Enfin, c'est du classique. Sauf que ça va se corser. Parce que l'ascension de Mimi Marchand ne va pas s'arrêter là. L'ascension de Mimi Marchand va continuer dans le monde politique à très haut niveau, et ce, dès 2014-2015. Mimi Marchand est proche d'un certain Xavier Niel, grand patron du groupe Iliad Free, que
vous connaissez, milliardaire français, parmi les plus gros milliardaires français. Et c'est le moment où Emmanuel Macron veut commencer à se constituer une image présidentiable, alors qu'à ce moment-là, on est en 2015-2016, un bruit court dans le tout Paris que Emmanuel Macron serait l'amant de Mathieu Gallet, à ce moment-là, grand patron de Radio France. Effectivement, beau comme tout, et le bruit commence à se répandre que les deux fileraient une relation un peu cachée, un peu obscure, et à ce moment-là, Brigitte Macron, qui veut faire taire la rumeur pour assurer le début de présidentiabilité de son mari, va chercher à faire ce qu'elle peut pour faire taire cette rumeur-là, et notamment à atteindre les milieux de la presse people pour que ça se casse la gueule. Brigitte Macron connaît Xavier Niel pour une raison relativement simple. C'est une logique de réseau une fois de plus. Brigitte Macron a eu dans sa classe un enfant de la famille Arnaud, on connaît, incroyable milliardaire français, dont la fille est mariée avec Xavier Niel. Et de fil en aiguille, forcément, le branchement de contact va se faire. Donc Bernard Arnault, on répète le schéma, c'est très simple. Bernard Arnault, sa fille est mariée avec Xavier Niel, et Bernard Arnault et Brigitte Macron a eu dans sa classe un enfant Arnaud. Donc la rencontre se fait, Brigitte Macron rencontre Mimi Marchand par l'intermédiaire de Xavier Niel, et on estime à ce moment-là, certains livres en ont parlé, Le Traître et le Néant de Davé et l'Homme, le livre Mimi, sorti en 2018 chez Grasset, écrit par 3 journalistes qui ont parlé de ces révélations-là. Enfin, c'est sourcé à divers endroits et à plusieurs reprises. On sait à ce moment-là que Brigitte Macron va avoir recours au service de Mimi Marchand pour d'emblée faire taire cette rumeur. Et va se nouer une amitié entre les deux femmes qui va suivre le couple Macron jusqu'à la victoire finale. Et cette fameuse photo, je vous la montre, où Mimi Marchand, la légende raconte qu'elle se serait faite prendre à son propre jeu. Cette fameuse photo que vous aviez peut-être déjà vue, de Mimi Marchand dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ça en petit, là, je ne sais pas si vous la voyez, qui fait le signe de la victoire. Mes chers compatriotes. Donc, on a une Mimi Marchand qui va suivre le couple Macron jusqu'au bout. La légende raconte que cette photo aurait fuité, qu'elle n'était pas destinée à sortir dans la presse, et que Mimi Marchand aurait été prise à son propre jeu. Bon, c'est la légende. Et puis, comme on dit en latin, on s'en bat les couilles. Donc, voilà, pour vous poser un petit peu le personnage, Mimi Marchand, aussi pêle-mêle, elle a vraiment une vie rocambolesque. Elle a fait de la prison pour transport de drogue, 500 kg de hashish dans une camionnette, elle se fait chipper, elle a fait de la prison. Bon, je vous mets un petit résumé BFM TV de 1 minute 30 pour avoir une version un peu plus propre, on va dire, de ce que je vous dis là. Elle est parmi les premiers arrivés. Ce jour-là, on enterre Charles Aznavour. Michel Marchand, dite Mimi, ne laisse passer que les invités triés sur le volet. Une liste qui a été faite pour la famille, extrêmement réduite et donc c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de place. Au cœur du dispositif, comme à chaque fois, la reine des paparazzis connaît tout le monde, show business, politique. La voici avec Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet l'an dernier. Le couple présidentiel lui doit beaucoup. Petit arrêt sur image, vous l'aurez sûrement noté. On a vu Mimi Marchand sur l'image, dans le Brigitte cercle Macron ici. au Touquet l'an dernier. Et Alexandre Benalla. C'est fou ça. Le monde est petiot. Arrête. Le couple présidentiel lui doit beaucoup. Elle a façonné leur image au fil des unes de la presse people. Les auteurs de ce livre racontent comment Mimi Marchand a accompagné les Macron. Les auteurs du fameux livre Mimi dont je vous parlais, sorti chez Grasset, donc Jean-Michel Descuges, Pauline Guénat et Marc Le Plongeon, un bouquin où il y a vraiment un joli paquet de révélations. Au cœur du pouvoir, un symbole, cette photo prise dans le bureau du président. C'est un acte de piraterie génial, c'est-à-dire que c'est une femme qui part de rien, qui s'est construit un empire dans la presse people, dont le rôle est de dévoiler des vies privées, qui se retrouve aujourd'hui à l'Élysée pour protéger celle du président de la République. C'est inouï. Un personnage de roman qui a vécu 1000 vies. L'an dernier, elle nous avait laissé monter dans sa voiture pour évoquer son parcours. J'ai travaillé dans l'import-export pour des grosses sociétés, puis après j'ai été garagiste, et puis après j'ai vécu aux États-Unis, et puis après on m'a demandé de m'occuper un peu de discothèque. Mimi Marchand a une image sulfureuse et elle le sait.
Mariée à un braqueur, puis à un policier, placée plusieurs fois en détention provisoire et aujourd'hui patronne d'une agence de presse. Elle fait savoir qu'elle déteste ce livre qui sort sur elle. Rester dans l'ombre lui a toujours réussi. Voilà, donc c'est en substance ce que je vous ai dit, mais je vous ai dit que je vous ai dit que j'allais m'appuyer sur des sources validées. Donc comme ça, on est à peu près, en tout cas je l'espère, tranquille. Donc on a donc ce nom de Mimi Marchand qui revient dans l'affaire Palmade. Revenons à l'affaire Palmade. Il faut rappeler, alors comme on l'a expliqué, Mimi Marchand intervient et fait des sortes de chantage où elle peut être amenée à couvrir des affaires. C'est-à-dire que dans la mesure où elle tient une belle partie de la presse People dans sa main, si une photo compromettante ne doit pas sortir, si à l'inverse, il faut assurer une campagne de com, comme ça a été le cas pour le couple Macron, la période de 2017, il y a une couverture médiatique incroyable, les fameuses photos volées à la plage qui est en fait complètement organisée. Donc on voit que Mimi Marchand est un rouage indispensable dans ces milieux-là, pour ceux qui ont la chance de la côtoyer. Et il faut rappeler le rôle de Mimi Marchand dans une affaire qui a été massivement oubliée. Peut-être certains d'entre vous, chers spectateurs, sont au courant. L'affaire Jérémy Ladrette de Lacharrière. On dit sûrement Ladret de Lacharrière. Alors, vous connaissez peut-être le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, gros milliardaire français, parmi les plus grosses fortunes de France, dont le fils est quelqu'un de pas franchement recommandable. Ce monsieur avait déjà été condamné discrètement, ce qu'on a pu lire dans les journaux, entre 2008 et 2015, dans des affaires de pédopornographie. J'ai pas fait exprès, j'ai enquêté, j'ai regardé Internet et il y avait des trucs, des pédopornographie. On a un article, par exemple, je vous remonte, je vous remonte cette affaire-là. Je ne sais pas dans le chat, dites si vous en avez déjà entendu parler, dans le chat, dans le commentaire. On a La Voix du Nord qui a fait un article là-dessus, parce qu'il y a eu plusieurs affaires, vous allez comprendre. Non, c'est pas arrivé qu'une fois. On apprend que ce monsieur, ça c'était en l'occurrence la condamnation qu'il a eue, la condamnation la plus récente, on va y revenir. Mais il y a un élément qui est intéressant que je voulais vous montrer, c'est La Voix du Nord, journal de presse, La Voix du Nord. Qui donne un élément, mais pour vous dire le niveau d'horreur où on est. Ce monsieur donc, qui a été condamné entre 2008 et 2015 dans des affaires de pédopornographie, surtout détention d'images pédopornographiques. Il était gérant d'une société de spectacle pour enfants. Voilà, je continue. Son père, donc je vous le dis, un milliardaire qui pèse énormément, pour vous donner un ordre d'idée, son père, Marc Ladreit de Lacharrière, avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis dans le cadre d'une procédure de plaidé coupable dans l'un des volets de l'affaire Fillon. C'est France Info qui nous avait dit ça. Il avait offert un emploi de complaisance à Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes, publication dont il est propriétaire. Voilà, ça commence à gratter la gorge, mais ceux qui ont un terrain allergique, je peux vous dire que ça va zouker pour vous. Parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini. En janvier 2022, on apprend dans un article du Parisien que donc le Jérémy Ladreit de Lacharrière avait eu une nouvelle condamnation, parce qu'on est en plus dans un cas de récidive. Le fils de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière a été écroué le 14 janvier dans l'attente de son procès pour importation, enregistrement et détention d'images pédopornographiques. Près de 4000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été découverts à son domicile parisien. Voilà. Donc, tu vois le dossier, on n'est pas trop mal. On a Sud-Ouest le 19 février qui nous avait donné la condamnation pour ce monsieur, donc détention d'images pédopornographiques, cas de récidive, 4000, enfin très exactement 3850 documents. Il a été condamné à 1 an de prison ferme aménagée, donc pas en prison, avec bracelet électronique et obligation de suivre des soins. Je vous laisse estimer par vous-même la condamnation, faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour biaiser quiconque. Et il avait notamment déclaré, toujours Sud-Ouest qui nous le dit, il avait déclaré lors de son procès « Je souffre d'une addiction aux écrans et je suis éphébophile. J'aime regarder les corps dénudés de jeunes filles âgées de 11 ou 12 ans. » Alors, éphébophile, c'est pédophile, en fait. Voilà, non, mais cherchez pas. Ça sert à rien de faire du latin ou quoi. Pédophile, voilà. Mais éphébophile, tu te dis, bon, voilà, c'est toujours cette dissociation fastoche, c'est qu'un prof d'EPS qui est chopé avec des documents pédopornographiques sur son ordi, c'est un prof d'EPS dans la Meuse, lui, il est pédophile. C'est un prédateur pédophile.
un membre de l'élite culturelle, financière, économique, politique, il est éphébophile, il est nostalgique. Voilà, tu vois, Gabriel Maznev. Déjà, le jeu syntaxique sur ces affaires-là est très intéressant. Donc, on continue. À ce moment-là, le monsieur Jérémy Ladré de la Charrière est défendu par maître Caroline Tauby, qui accessoirement est l'avocate de Mimi Marchand ou Xavier Niel. Bon, hein. Je vous donne l'info, faites ce que vous voulez. Et on a des révélations dans le fameux livre Mimi, dont je vous parlais, sorti chez Grasset en 2018, que vous pouvez trouver. Je crois même qu'il est passé en poche, il me semble. Euh, on peut lire, hein, je vous lis l'extrait, hein, vous faites ce que vous voulez. L'affaire, de par la personnalité du père de l'accusé et l'âge des victimes, il s'agit de très jeunes enfants, aurait dû être médiatisée. Mais ni l'AFP, qui publie l'agenda judiciaire, ni l'association de la presse judiciaire n'étaient au courant. Selon plusieurs sources concordantes, Mimi s'est occupée personnellement de ce dossier afin que rien ne filtre. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à la fois de la capacité d'action, du rayon d'action de Mimi Marchand, et de on va dire, cet antécédent de couverture d'une affaire de pédocriminalité. Et à ce moment-là, une petite séquence que j'ai trouvée assez éclairante, hein, que je vais vous montrer, sur CNews, Pascal Praud, hein, précis ou pas, hein, que voilà, certains aiment bien en disant il n'est pas comme les autres, tout ça. Voilà ce qu'avait dit Pascal Praud au moment de l'éclatement de cette affaire. C'était en direct sur CNews chez l'heure des pros. Je ne citerai pas son nom parce que ça serait pas bien, mais il y a le fils d'un homme extrêmement important, milliardaire français, qui a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour diffusion d'images pédopornographiques. Je ne vais pas citer son nom, hein. Si les gens veulent lire le livre, ils le liront. Eh bien, l'affaire ne filtrera pas dans la presse parce que c'est Mimi Marchand qui en est à l'origine. Mais comment vous... Non, elle n'est pas à l'origine de cette affaire de pornographie. Évidemment, mais elle est à l'origine du fait que ça ne filtrera pas. Mais comment vous êtes au courant que si ça ne sort pas, c'est parce que Mimi Marchand... C'est une affaire qui était connue de l'entourage de ce... Voilà, après, à ce que je vous résume, donc vous aurez reconnu l'un des auteurs du livre Mimi. J'ai shippé, hein, je vous ai mis d'autre côté d'autres extraits. Du livre, hein, toujours. Alors, bien sûr, libre à vous, hein, et je vous encourage à en faire l'acquisition. Je peux vous lire, hein, tout ce qu'il y a, je peux vous lire le passage dans le livre pour bien prendre conscience, hein, de l'importance de cette affaire-là. Je vous lis 2 paragraphes, hein, pour comprendre ce qu'a couvert, ce qu'a contribué à couvrir Mimi Marchand. Ça va être peut-être un peu long parce que je tiens vraiment à vous le lire, mais pour bien comprendre ce qu'elle a pu couvrir par le passé. Après, on revient à l'affaire Palmade, qui est quand même le fil rouge de cette émission. Le 7 octobre 2015, lors d'un procès à huis clos devant le tribunal correctionnel de Paris, Jérémy Ladré de la Charrière, 38 ans, est condamné à 30 mois de prison avec sursis pour avoir diffusé des images pornographiques d'enfants sur Internet. Il est en récidive légale après une première condamnation définitive en 2008 pour des faits identiques. D'après le jugement, Jérémy Ladré de la Charrière était inscrit depuis janvier 2011 sur un site spécialisé hébergé en Russie. Il y présentait 46 albums intitulés Girls, Boys, Kids, contenant 2708 photos d'enfants nus. La moitié des albums étaient librement accessibles et présentaient des photos d'enfants dont les visages et les parties intimes étaient floutés. Les autres, protégés par un mot de passe, chaleureusement partagés sur demande des autres membres, comme l'indiquait Jérémy Ladré de la Charrière dans le texte d'introduction, montraient les images non floutées ainsi que des gros plans des parties intimes d'enfants. Un album en particulier regroupait 80 clichés de la même fillette âgée de 3 ans. Jérémy Ladré de la Charrière échangeait ses photos contre des clichés de jeunes adolescents, précisant qu'il recherchait seulement un matériel privé et original. Pour éviter les contrôles, il employait des techniques avancées, notamment la dissimulation d'images pédophiles à l'intérieur de photographies non répréhensibles. Il faudra que les services américains spécialisés dans la cybercriminalité les repèrent et les signalent à leurs homologues français pour qu'une enquête soit ouverte par la brigade des mineurs de Paris. Les enfants photographiés étaient ceux d'amis avec qui il passait chaque année des vacances dans sa propriété. Jérémy Ladré de la Charrière est interpellé à son domicile le 9 janvier 2013 lors de la perquisition. Un appareil, un caméscope de 135 CD gravés et un important matériel informatique sont saisis. Mimi a rencontré Marc Ladré de la Charrière, le père de Jérémy, en 2013, date à laquelle celui que le grand public ne connaît pas encore, comme le généreux employeur de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes, a commencé les négociations de rachat de Webedia, la société qui détient Pure People. Mimi n'est plus actionnaire depuis 2010, on l'a vu, elle a revendu ses parts pour un montant de 500 000 €, mais elle a négocié un contrat de prestataire extérieur qui lui permet de superviser le site et il a voulu s'assurer qu'elle allait continuer, nous a-t-elle dit. Marc Ladré de la Charrière refuse une première convocation à la brigade des mineurs au sujet de son fils, mais finit par se rendre à la deuxième sur le conseil de l'avocate qu'il a choisi pour défendre son fils, maître Caroline Tauby,
qui est, comme on l'a vu, l'avocate pénale de Mimi, notamment dans l'affaire Voici, ainsi que celle de Xavier Niel. Le jour de l'audience, 2 des 3 assesseurs se font porter pâle et doivent être remplacés au pied levé. La brune et vive avocate réussira à éviter la prison ferme à Jérémy Ladré de la Charrière. Donc, je vous ai lu, je laisse bien sûr libre, les propos appartiennent à ceux qui ont écrit ce livre. On parle de photos de mineurs qui ont été prises chez des connaissances de Jérémy Ladré de la Charrière. Donc, quand je vous parlais au début de l'émission de logique de réseau et que rares étaient les loups solitaires, on a une configuration qui est proche de celle de l'affaire Duhamel. Cette fameuse maison de vacances où Duhamel abusait de son beau-fils. Enfin, bref. Donc, vous comprenez en fait l'étendue des dégâts et ce qui a contribué à masquer Mimi Marchand. Mais revenons à l'affaire Pierre Palmade. Parce que, comme je vous l'ai dit, le nom de Mimi Marchand est sorti le jour même de l'accident. Mimi Marchand a été, d'après RTL et Le Soir, la première personne à se rendre au chevet de Pierre Palmade. La première. Et donc, quand on recoupe tout ça, quand on voit cet épisode de Mimi Marchand, quand on voit ce qu'elle a couvert par le passé, bêtement et de manière peut-être complotiste, jugerait certains, et je suis prêt à l'assumer, mais on peut se poser la question bien sûr, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Va-t-elle contribuer à activer ses réseaux pour cacher le plus possible ces informations? Et oui et non. Oui et non parce que on a l'impression que des éléments sont un petit peu sortis, et notamment chez Touche pas à mon poste, on a Gilles Verdez, pourtant qui n'est pas le dernier à dire des conneries non plus. On a Gilles Verdez qui en a parlé sur Touche pas à mon poste et qui, parmi les premiers, a évoqué des éléments, a évoqué ces éléments-là. Je vous mets la séquence. Alors, il y aura la rediffusion de cet extrait sur YouTube. Il est possible que la séquence saute parce qu'il y a les droits d'auteur et C8 va me dire t'as pas le droit. Mais voilà, après j'explique pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Parce que au départ... Si on redonne quand même quelques éléments, c'est important, les éléments de contexte, on a eu une succession d'événements au déroulé curieux. Rappelez-vous, on a l'accident, on a 2 personnes qui sont dans le véhicule de Pierre Palmade qui prennent la fuite, qui retournent apparemment dans sa maison, potentiellement prévenir des gens qui s'y trouvaient. On va en reparler de ces gens-là. On a ensuite une perquisition, puis un cambriolage qui est mené dans la nuit. Alors ça, comment on peut cambrioler une maison au centre d'une telle affaire dont toute la France parle? Enfin, c'est assez dingue. On a un téléphone portable qui apparemment a disparu au moment de la perquisition, mais qu'on a retrouvé après. Enfin, on ne sait pas vraiment. Ensuite, Pierre Palmade, qui était entre la vie et la mort, est filmé par Paris Match en train de marcher. Bon, il n'est pas en fauteuil, donc ça a l'air globalement d'aller. Et puis, en fait, son état de santé n'est pas compatible avec une garde à vue concernant les révélations de détention d'images pédopornographiques. On a une succession qui, même pour un esprit qui souhaiterait rester dans la ligne, voilà, contre les fake news, contre voilà, tout bien, la ligne contre les infox et tout, on a une succession qu'on pourrait qualifier de curieuse. Voilà, tu vois, curieuse. J'ai pas dit plus. Curieuse. Et le problème, c'est qu'on a l'éternel, l'incontournable Karl Zéro. Bon, voilà, j'apprécie le travail, bien sûr. Ça, vous le savez, j'en parle souvent. Qui a été parmi les premiers à évoquer ces éléments-là. Je vous mets là encore la séquence. Il est possible que ça saute, on en reparlera. Donc, ce qu'explique Karl Zéro sur cette séquence, c'est que effectivement, on a un déroulé d'événements même sur le plan juridique qui est curieux. Il y a ces 2 témoignages-là. Pierre Palmade n'est pas entendu sur un motif de santé, alors qu'on l'a vu se promener. D'aucuns parlent, ce que dit Gilles Verdez, c'est qu'on parle d'une phase de descente et de sevrage à la drogue. Ce qui ferait que son état ne serait pas compatible avec la garde à vue. Je fais un parallèle sur 2 affaires qui n'ont rien à voir, mais on en parlera quand même à la fin de l'émission. Le drame absolu qu'il y a eu à Saint-Jean-de-Luz, le crime, parce que le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a parlé d'incident. Le crime qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, l'adolescent de 16 ans qui a commis ce crime a été mis en détention provisoire immédiatement. Là, on a une sorte
sans connaître, bien sûr, et c'est ce que j'ai dit, je suis pas juge, voilà, je connais pas les rouages précis de la justice, et j'imagine que tout ça se fait dans le cadre de la loi, mais on a quand même un déroulé, si on prend d'autres affaires du même acabit, on a un déroulé qui pose quand même des questions. On continue. Regardez, je coupe juste avant, regardez, hein, voilà, donc Karl Zéro qui évoque ce qu'on disait tout à l'heure, la piste, voilà, qui étaient ces deux personnes qui étaient restées dans la maison. On y viendra dans la presse, on a pu lire des éléments, donc là encore, je mets en avant des sources qui, voilà, je relais pas des bruits à la con. Karl Zéro évoque ça, regardez, comme dirait l'autre, les pudeurs de gazelle des personnes présentes sur le plateau, on sent vraiment que ça, il y a un truc, tout de suite ça les fait bondir. Presque on ne peut pas sous-entendre cela alors que touche pas à mon poste, mais est quand même l'endroit où il semble habitué à rendre la loi avant l'heure, rendre la justice avant l'heure, et sous-entendre beaucoup de choses sur plein de sujets. Là, en l'occurrence, ça les fait bondir. On se remet à la séquence. C'est un jugement sur la forme, et c'est sûrement capillotracté, mais je vous laisse... Voilà. Donc, on a cet élément-là de Karl Zéro qui relaie cette piste potentielle, enfin, qui soulève cette question de qui étaient les deux personnes présentes dans la maison, et on comprend que, alors, c'est une tentative d'explication, c'est que effectivement, on commence à avoir un déroulé où les réactions ne semblent pas être aussi tranchées, aussi franches, aussi affirmatives que dans d'autres affaires. On a et d'autres acabits dans d'autres domaines. Des affaires de terrorisme, des affaires de mœurs, ce que vous voulez. On a, notamment Touche pas à mon poste, qui en est quand même le symbole, des émissions qui n'hésitent pas parfois à condamner, à donner un avis, à être beaucoup plus tranchées. Et là, ouais, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Alors qu'on a une succession d'événements qui, au moins, pourraient pousser au doute. Même un Gilles Verdez va dans le doute. Alors c'est que franchement, attention, quoi. Hein, quand un vegan mange une merguez, c'est que franchement, elle est bonne. Tu vois. Donc, voilà, ça devrait au moins pousser au doute. Et cette piste-là, cette piste d'un réseau, soyons clairs, non, non, c'est non. Ils te disent non, et on a même des réactions, une réaction que j'ai trouvée tout à fait intéressante d'Elisabeth Lévy, toujours chez Touche pas à mon poste. Alors ça, c'était le 22 février, ce que je vous ai montré avant, Gilles Verdez, Karl Zéro, c'était le 21. Le 22, on a Elisabeth Lévy, donc une habituée de CNews, rédactrice en chef, il me semble, du magazine mensuel Causeur, qui vient prendre la défense, clairement, de Pierre Palmade, dans des mots qui sont, là encore, curieux, dans la mesure où Elisabeth Lévy avait fait un édito dans Causeur, justement, il y a, il me semble, 3 ou 4 mois, où elle parlait de l'affaire Matzneff, et il y avait une défense assez claire, dans une logique de laissons-le tranquille, quoi. Et je vous montre un bout de séquence, et on y revient après. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire qui ont fait le boulot, mais c'est vrai qu'Elisabeth Lévy, si on fait une petite parenthèse, et après on finira sur les éléments de l'affaire Pierre Palmade avant de réfléchir un petit peu plus, ce qui est très intéressant sur la posture d'Elisabeth Lévy, c'est que là encore, ça n'est pas la première fois qu'elle tente de contrebalancer dans une affaire de pédocriminalité. Et ce qui est intéressant, sur le plan presque plus intellectuel, c'est que on attaque, et à juste titre, on attaque la gauche avec cet héritage moral depuis les années 60, qui a culminé bien sûr avec mai 68, cet héritage moral de la gauche qui avait une tendance assez marquée pour certains, à défendre les discours pédocriminels. On pense par exemple à cette une de Libération dans les années 70 qui militait... Enfin voilà, c'est une que je ne vais pas diffuser parce qu'on avait quand même une image d'une jeune fille avec voilà, faire des choses que je vous laisse enfin non pas imaginer, enfin bref, dégueulasse. Libération qui prenait la défense de gens accusés de pédophilie. On a des gens, Matzneff par exemple, qui était quand même considéré comme un grand écrivain de gauche. On a aussi le cas de Michel Foucault, sûr, grand intellectuel de gauche, là encore, qui a mouillé dans des affaires assez sordides. D'aucuns iraient même jusqu'à parler du couple Beauvoir-Sartre, avec un débat historique qui existe, mais on voit que, et c'est très intéressant, que l'héritage moral de la gauche qu'on lui remet dans la gueule assez régulièrement et à juste titre, attention, parce que faudrait pas donner le buffet qu'à une seule table. Parce que visiblement, Elisabeth Lévy, qu'on range assez facilement à droite, voire à l'extrême droite pour certains, il est intéressant de voir que sa posture, si ça avait été je sais pas, une Léa Salamé ou un Daniel Schneiderman, des figures de gauche bien connues et médiatiques, qui tenaient ce genre de propos,
on aurait hurlé en disant regardez l'héritage moral de la gauche qui est toujours là pour défendre la pédophilie. Là, c'est intéressant. Là, je trouve ça très intéressant, cette posture-là. Donc, parenthèse refermée. Et on va finir sur un autre élément qui est sorti dans la presse et qui, voilà, on va finir et continuer un peu nos réflexions là-dessus. C'est sorti dans l'Indépendant, presse régionale de l'Indépendant, il me semble du côté du sud-ouest, si je ne dis pas de bêtises, le 21 février. On a pu lire ceci, un titre d'article. Accident de Pierre Palmade, des fils de gens connus protégés étaient au domicile de l'artiste au moment du drame. La folle rumeur se répand. Alors, il parle de folle rumeur, pour autant, dans l'article, on n'a pas de ce bruit complotiste qui machin, qui bidule. Hein, on se met d'accord. Voilà, je vais vous lire. Rien sur les deux hommes qui étaient restés au domicile de l'humoriste. Selon certaines sources, Mossine et Sambou, donc qui étaient eux dans la voiture, ont fui chez Pierre Palmade pour avertir leurs deux comparses qui auraient quitté les lieux. Et puis plus rien, pas une trace de ces deux hommes. Ce lundi soir, dans l'émission de TPMP sur C8, le chroniqueur et journaliste Gilles Verdez a émis une hypothèse au sujet de ces deux hommes recherchés. Qui étaient ces personnes? Ont-ils nettoyé? Ont-ils été accompagnés dans le nettoyage? Et sont-ils protégés? C'est-à-dire, sont-ils assez connus pour qu'on n'ait pas envie de les identifier? Est-ce qu'il y aurait des gens, fils d'eux, ou des personnalités telles qu'elles seraient protégées? On a entendu que ça pourrait être des fils de personnalité. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Je mets du conditionnel absolu. On dit qu'il pourrait y avoir une sorte de protection, non pas divine, mais une protection autour de deux personnes que certains n'auraient pas intérêt à identifier. Donc ça, c'est ce qu'a dit Gilles Verdez dans l'extrait qu'on a mis tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, on a mis ce qu'il a dit avant, mais du coup, voilà, on a la version écrite de ces propos-là. Et il y a un dernier point pour finir sur cette question. Vous connaissez la maison, finir sur cette question-là. Qui sont ces personnes-là? Est-ce que l'identité de ces personnes pourrait justifier de ces réactions médiatiques qui, d'aucuns pourraient dire, tendent à cacher, voire à éteindre le feu des questions qui se posent? On ne parle même pas de conclusion, parce que de toute façon, l'enquête est en cours. On pouvait lire cela dans Le Parisien du 22 février. Je vais vous retrouver, j'ai ça sous le pif. C'est une affaire de secondes. On a une maîtrise technologique qui est pas dégueu, qui est pas dégueu. Je vais vous retrouver ça, bougez pas, je crois que c'était vers la fin du bazar. Voilà, page 12, pour ceux qui auraient le magazine sous les yeux. Je vais vous le retrouver. Regardez, l'article est là, et il y a une phrase que je trouve très importante et hautement énigmatique. Je vais vous la montrer. Attendez, que je retrouve ça. Je lis en fait en direct, hein, bougez pas. Je vais vous la trouver. C'est par là, ça arrive. Voilà. Je vous lis, voilà, il est là le paragraphe, c'est le paragraphe que je cherchais. Le témoin a transmis à distance, dès lundi soir, ces documents aux policiers de la brigade de protection des mineurs. Ceux-ci sont en cours d'exploitation afin de vérifier que Pierre Palmade est identifiable et qu'il ne s'agit pas de montage. Fabien est actuellement sous contrôle judiciaire. Fabien, c'est celui qui a dit posséder ces vidéos. Fabien est actuellement sous contrôle judiciaire dans une enquête pour trafic de stupéfiants et doit être jugé prochainement, mais son témoignage est jugé crédible. Au moins un média audiovisuel a pu prendre connaissance de ces films. Parallèlement, un autre homme, Patrick, 28 ans, avait appelé le 17 vendredi dernier, vers 23h, pour livrer un témoignage troublant. Il a affirmé avoir entendu lors d'une conversation Pierre Palmade se vanter de disposer sexuellement de 2 enfants de 7 et 9 ans. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a cette phrase qui est du Parisien. Donc vous avez vu, depuis le début, j'ai essayé de montrer patte blanche. Hein. Si Julien Pain est dans le secteur, j'espère avoir mon petit badge. Hein. Au moins un média audiovisuel a pu prendre connaissance de ces films. Donc on a le Parisien qui nous dit que ces films qui sont aujourd'hui entre les mains de la police, la brigade de protection des mineurs, ces films ont pu être consultés par un média. On n'en sait pas plus. Donc, on a aujourd'hui dans la nature des journalistes d'un média audiovisuel, c'est pas, et c'est pas moi, je vais être tout de suite avec vous, je vais être tout de suite clair avec vous, qui ont vu ces images et qui ne disent rien. Donc, voilà, un petit peu le fil que je voulais tisser devant vous, que je voulais tirer devant vous, c'est-à-dire de partir du point de départ, partir du jour de l'accident, qui est l'une des premières personnes, ça semble être elle, mais l'une des premières personnes en tout cas à être à son chevet, est Mimi Marchand. Qui est Mimi Marchand? Qu'a-t-elle couvert par le passé, notamment cette affaire Jérémy Ladré de la Charrière dont on a parlé? On revient à Pierre Palmade.
Donc on voit qu'il a autour de lui Mimi Marchand qui vient à son chevet parmi les premières personnes, Mimi Marchand en lien direct avec l'Élysée, et ces quelques questions qui se posent et qui tentent de se poser, en prenant tout de suite le coup de couvercle pour calmer le feu, ces questions qui tentent de se poser, qui étaient les gens dans la maison? Et deuxième question, est-ce que l'identité de ces gens est ce qui permettrait d'expliquer le silence autour de l'affaire? Donc, voilà les amis, je voulais vous donner les éléments. Alors, bien sûr, libre à chacun de considérer que voilà, peut-être que tout ça, et on en fait un bruit terrible, et qui en plus contribue à ne pas parler des véritables victimes de cette affaire. D'autres penseront que c'est une logique de réseau et qu'on tente de nous cacher des trucs. Voilà, vous connaissez la guinguette, je vous donne les éléments, ensuite voilà, chacun se fera sa petite idée là-dessus, mais c'est vrai que c'est une affaire, je vous avoue, vous le savez, hein, sur Juste Mille, on aborde plein de chaînes, plein de sujets, on essaie de faire plein de choses, mais c'est un sujet vraiment qui me passionne autant qu'il me terrifie, hein, celui de la pédocriminalité, et à chaque fois je suis estomaqué devant cette capacité de certains médias, de certains intervenants médiatiques à, euh, à choisir les sujets, les traiter différemment, à ignorer ce qui doit être ignoré. Cette phrase du Parisien, je trouve qu'elle est assez lourde, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'exagère un peu, mais je trouve qu'elle est vraiment lourde de sens. Moi, ce qui me fait peur aussi, ça va être euh, de retrouver les fameuses oubliettes dans lesquelles tombent des sujets qui pourtant ont fait la une pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui disparaissent en un claquement de doigts. Je pense bien sûr à l'affaire Lola. On s'en rappelle, qui s'est terminée avec des éléments, je veux dire, là encore, curieux, le maire de New York qui finance une fondation euh, en soutien à la famille de Lola. On a fini sur ce genre d'éléments. On n'en sait pas plus. La Daya B, qui est présumée coupable, hein, on ne sait pas encore, on n'a pas de nouvelles non plus. C'est tombé aux oubliettes, on n'en sait pas plus. Effectivement, il y a Eloline dans le chat qui dit l'affaire Balenciaga. Pareil, pareil. Et j'ai vraiment très peur que cette affaire Palmade, eu égard, hein, aux autres drames qui émaillent notre actualité, ça c'est rien de le dire, ce qui s'est passé hier encore, hein, le 22 février à Saint-Jean-de-Luz, euh, cet attentat, hein, je ne sais pas par provocation de ça, c'est que un attentat, c'est d'abord d'attenter à la vie de quelqu'un. C'est pas une question de religion, hein, c'est pas parce que la personne a une barbe que ça devient un attentat. Euh, et voilà, ça, une actu chasse l'autre, un drame chasse l'autre, et je pense, et j'en ai vraiment peur, sauf rebondissement, que l'affaire Palmade va tomber aux oubliettes, peut-être pour servir les intérêts de certains, ou ça tombera aux oubliettes parce que ça doit tomber aux oubliettes. Ça, je vous laisse juge, hein, de votre propre opinion. Mais c'est vrai que je suis vraiment circonspect devant, euh, devant ce qui se passe, devant ce traitement qui est réservé à l'affaire, et devant, voilà, comment dire, les questions qui se posent et qui sont complètement dingues. Et tout ça dans un contexte, je veux dire, enfin, quand je vois Jean-Marc Morandini relayer des informations par rapport à l'affaire Pierre Palmade, je me dis que la France baigne dans un drôle de contexte. Rappelons-le, Jean-Marc Morandini condamné pour détournement de mineurs. Il a fait appel, donc on verra ce qu'il en est. Mais je suis circonspect sur l'ambiance dans laquelle baignent ces affaires-là, qui sont traitées comme des faits divers, et ceux qui tentent de voir des liens logiques entre les événements, logiques, plus ou moins logiques d'ailleurs, se font tout de suite rabrouer par des gens qui défendent des versions. Enfin, ce que dit Elisabeth Lévy, si on pousse un petit peu. Merci à Soljan qui vient de sub 5e mois, merci beaucoup. Elisabeth Lévy qui tente de déminer les doutes autour de l'affaire Palmade en disant oui, c'est comme QAnon aux États-Unis avec des gens qui parlent d'une élite pédosataniste. Et en fait, enfin, tu t'accuses ces gens-là de tout mélanger, mes camarades. Qu'est-ce que tu fais en fait? Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu as fait à la tête, ce bébé? Enfin, c'est ridicule. C'est profondément ridicule. Et on est sur des raisonnements vraiment qui sont même fallacieux, soyons clairs, qui sont fallacieux. Donc,
Voilà, dans ce genre d'affaires, il est vrai que je salue hein, la pugnacité et la détermination en acier trempé de gens comme Karl Zéro. On pense aussi à Romain Molina, bien sûr, hein, parce que au risque d'être un petit peu vulgaire, on nous casse les couilles avec la Fédération française de foot. A-t-il envoyé des SMS graveleux, Noël Le Graët? A-t-il détourné un peu de pognon? Par contre, le scandale d'agression sexuelle et de harcèlement sur mineurs, bubule. Si Romain Molina ne faisait pas un travail de zinzin pour médiatiser tout ça, personne ne serait au courant. Et ça, même l'équipe, ils ont dû citer Romain Molina 4 fois en 3 mois. Donc voilà, un immense bravo à eux, Karl Zéro, Romain Molina et consorts hein, et d'autres hein, qui travaillent sur ces sujets-là sérieusement. Voilà, voilà. Il y a Monsieur Chocho qui demande un instant grognon, effectivement, c'est plutôt bien senti. Donc voilà un petit peu les amis sur cette affaire Pierre Palmade. On prend dans le chat hein, si vous avez des questions, bien évidemment. Si vous voulez venir sur le Discord pour donner votre avis aussi, le Discord juste milieu, bien sûr les amis, vous êtes les bienvenus. Le Discord juste milieu et il y a le salon vocal général. Comme ça vous arrivez, vous papotez, je suis d'accord, je suis pas d'accord, tu fais chier, tu fais pas chier. Et on discute. Et on discute, bien sûr, vous le savez. Donc voilà, voilà, c'est un sujet, vous le savez, hein, c'est forcément un sujet explosif. Donc certains trouveront peut-être que je suis un peu tiède hein, dans ma façon de traiter l'actu et que je donne pas forcément mon avis. Et c'est vrai, je vous donne pas au fond ce que je pense sincèrement parce que je préfère vous donner des éléments avec des sources, avec des données qui viennent de médias validés. Après, vous faites l'avis que vous voulez.